autres, a fait des recherches profondes sur l'origine du mot culture. Et on a essayé de tracer dans un chapitre l'évolution du mot culture, qui à l'origine du latin veut dire simplement travailler la terre. Et on a mis 1500 ans, à peu près, non je me trompe Olivier, 1500 ans on dirait, pour le clivage, 1000 ans au moins, pour le clivage, et on a commencé à séparer culture d'agriculture, comme si c'était deux choses séparées, tandis qu'à l'origine de la civilisation occidentale, c'est une seule chose. Et je pense que cette crise de foi, crise aussi sanitaire évidemment, mais interprétée de manière politique, est une expression du clivage de tous les mots qui sortent du moment où on a séparé l'agriculture de culture. Donc j'espère, en fait c'est assez prétentieux de ma part d'imaginer qu'eux ils incarnent au moins, c'est peut-être pas prétentieux de dire qu'ils incarnent le désir que j'ai eu en faisant ce film, ce qui est d'affirmer les choses les plus belles qu'on est capable de faire ensemble, même devant le catastrophe annoncée. Et je pense que on partage avec Diego, avec Gilles-Éric, avec Stéphanie, avec Perrine, avec Philippe. On fait tous des métiers différents. J'ai demandé à chacun de présenter un peu le noyau du travail, pas comme CV, mais comme engagement de citoyen joyeux. Et vous n'allez pas le dire de vous-même, mais je vous sais courageux. Courageux parce que affirmer les belles choses devant les catastrophes écologiques qu'on est en train de vivre et les masques qui pour moi sont très choquantes. Comme eux, je vis à la campagne. En fait, je suis heureusement devenu agriculteur il y a quelques années. C'est mon activité principale. Le fait d'être ensemble, c'est déjà une très très belle chose. Et je pense que ce festival est l'affirmation de l'importance de être ensemble, de voir ensemble et de chercher ensemble à ne pas être aussi abruti et barbare que dont on est capable. Mais je tiens beaucoup à ce que cet aspect d'engagement agriculturel, qui est l'expression pour moi la plus profonde à l'arrivée de la culture, que chacun raconte un peu son engagement. Donc Stéphanie, je pense avec toi. Avec plaisir et honneur. Comme je suis bavarde, il faut me couper assez vite pour que je passe la parole à mes confrères et mes consoeurs. Donc je suis agricultrice dans la Manche, j'élève des moutons dans les prés salés. Et depuis ce printemps, je suis aussi devenue maire de ma commune rurale. Et c'est passionnant à plusieurs titres. D'abord parce que l'élevage dans les prés salés, c'est un rapport avec l'espace collectif, puisque les prés salés, ça relève du domaine public maritime. Et c'est dans ce mode d'élevage particulier sur un espace collectif et commun que j'ai découvert le principe de l'intérêt général, et ça me porte beaucoup en tant qu'élu rural. Et je défends aussi évidemment tout ce qui va avec, c'est-à-dire un lien à l'herbe naturelle, un lien au pâturage, un lien équilibré et respectueux avec les animaux qu'on élève, et puis les races locales et toute cette identité rurale et agricole normande qui fait que la Normandie est une région probablement la plus fertile de France, et que c'est pas pour rien qu'elle doit être un bastion encore plus fort que les autres régions pour défendre une agriculture herbagère, équilibrée, chlorophyllée, au rythme des saisons. Merci Stéphanie. Si l'applaudissement est sincère, ce qui me semble, je pense que c'est hautement mérité. Parce que les défis que chacun ici affronte tous les jours à cause de la construction économique et politique de la société, ça rend à chacun le travail presque impossible. Les cinéastes ont tendance à une espèce d'autopitié énorme pour dire « Ah, qu'est-ce que c'est difficile de faire un film !» Faire un film, c'est rien par rapport à l'engagement avec la terre, qui est saine et joyeuse. Diego ? Merci. Allô ? Moi je m'appelle Diego, je fais du pain, ça fait 3 ans que j'ai commencé à faire du pain.
Et en fait, c'est tout nouveau pour moi, parce que moi j'étais cuisinier pendant 12 ans. Et j'ai pris conscience en fait à quel point le pain, quelque chose qui est symbolique comme en France, même c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps, était devenu si industrialisé et si mauvais pour l'homme, en fait, pour la santé, pour la biodiversité des blés qui s'est perdue, et de ces agriculteurs qui sont tenus en laisse par des grands moulins qui gèrent en fait la production du grain jusqu'au produit final, quoi. Et du coup j'ai eu cet engagement de m'intéresser à ces blés, au levain, et en fait juste ce mélange de farine, d'eau et de sel, quoi, qui est vivant, parce que le levain c'est des levures qui sont vivantes, qui sont naturellement présentes dans la farine, et c'est magique, quoi. Mais Diego, dis-moi, pourquoi tu n'emploies pas des farines, même biologiques, de blé moderne? Si tu peux un peu nous raconter la différence entre le blé moderne et le blé ancien. C'est sur le point de vue nutrition, sur le point de vue goût, sur le point de vue même par rapport au savoir-faire du boulanger, un savoir-faire qui s'est perdu. Parce qu'aujourd'hui, un boulanger, vous avez une boulangerie conventionnelle, il ouvre un sac de farine, mélange avec de l'eau, en 3 heures il a du pain, quoi. Le pain c'est pas ça, et moi pour faire du pain il faut 24 heures pour faire du pain. Est-ce qu'on peut dire que le pain qu'on mange normalement, qui n'est pas fait avec une levure, un levain naturel, et un blé ancien, en fait on est en train de manger la mort? Est-ce que j'exagère à ton avis? Il y a des maladies comme les intolérances et les allergies au gluten qui ont apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, pourquoi? Parce que depuis les années 50, les blés ont été fortement, avec l'industrialisation boulangère, les blés ont été modifiés très, très fortement. Et en fait, l'industrie a été, du moins la culture de ces blés, a été beaucoup plus vite par rapport à ce que notre corps, à ce que l'humain s'adapte à ces changements, quoi. C'est pour ça que ces allergies et ces intolérances sont apparues. En fait, peut-être c'est le moment, Philippe, parce que je pense que toi qui as tellement travaillé avec la distinction entre le blé ancien, le blé moderne, les légumes de variétés anciennes, de semences qui ont été revitalisées d'année en année par l'acte de l'homme, mais aussi l'acte de la nature. Je pense que si tu peux partir en commentant sur ce qu'il a dit Diego. Bien sûr. Depuis les années 60, nous avons des pains impanifiables. D'ailleurs, il a été prouvé que la grande épidémie des maladies chroniques sur la Terre sont consécutives au tournant que la civilisation a pris dans les années 60, où on n'a plus mis les bêtes à l'herbe, où on a nourri avec des tourteaux importés, et on a changé la nourriture des animaux, et ainsi nous sommes tous devenus malades, et nous le sommes de plus en plus. La preuve, puisqu'on est obligé de porter des masques. Et simplement, ce qui m'a ramené à la terre, d'abord mes parents se sont convertis à l'agriculture biologique il y a plus de 50 ans, et donc d'un seul coup ça a pris sens pour moi, et j'étais dans le spectacle, donc je suis revenu à la terre, et j'ai voulu communiquer ce côté sacré de la terre, d'ailleurs en me rappelant que toutes les civilisations prestigieuses qui nous ont précédés étaient des civilisations agraires. Bien se souvenir de ça, que c'est le socle de notre santé, de notre vie, de notre énergie, la terre. La terre, c'est un élément sacré. Moi, je considère le travail que nous faisons comme une partie sacrée. Voilà. Et très vite, j'ai compris que la plupart des blés que nous avions étaient faits pour des rendements de quintaux et d'hectolitres, mais pas pour être assimilés ou digérés. Alors on a beaucoup de nourriture sur la Terre, mais malheureusement on ne peut plus l'assimiler. C'est l'erreur de ce siècle, en quelque sorte. Et donc j'ai recherché les variétés anciennes. Très vite je suis tombé sur le blé rouge avec ça. C'est pas du folklore, non. Et c'est pas non plus une espèce de nostalgie passéiste. Pour dire que les choses étaient mieux avant. Personne ne dit ça ici, n'est-ce pas? Non. C'est pas question de ça, parce que je pense qu'il y a des malentendus. À mon avis, vous êtes devant des gens les plus radicaux et progressistes qui existent. Et donc, explique si tu veux. J'apporte des preuves. Vas-y. Elles sont récentes. D'ailleurs, la science évolue en permanence, et dans les premiers 20 ans de ce nouveau millénaire, les scientifiques ont découvert
le microbiote des plantes, comme nous avons un microbiote intime qui fait notre santé, notre énergie, notre dynamisme, qui fait nos vitamines, voilà. Et c'est très, très récent. Été 2018, le ministère de l'Agriculture m'appelle, une jeune fonctionnaire me dit « Monsieur Desbroches, j'aimerais essayer, tester vos variétés ancestrales, ce que j'appelle dans les variétés anciennes. » J'ai dit « Bon, et pourquoi vous voulez ça ?» Et alors il me dit en 2 mots, voilà, je travaille sur les endophytes. Et d'un seul coup, mon logiciel intime se met en route. Les endophytes, c'est quoi déjà les endophytes? Les endophytes, ce sont les écosystèmes microbiens symbiotiques qui accompagnent les plantes, comme ceux qui nous accompagnent dans notre tube digestif par milliards également. Sinon, nous n'existerions pas. Nous sommes tributaires de ces auxiliaires que nous avons en nous. Voilà. Nous sommes des êtres hybrides en quelque sorte. Bien que je me méfie beaucoup de l'hybridation industrielle. Et elle me dit, voilà pourquoi je veux essayer, que je voudrais voir vraiment l'état de vos semences, parce que, je lui pose la question, mais pourquoi vous voulez ça? Ben, voilà, parce que dans les variétés modernes, il n'y a plus les endophytes. On ne restitue plus dans l'écosystème terrestre les éléments qui lui permettent de se reconstituer. Et d'un seul coup, j'ai été pris de frissons, je me suis dit, ah bon, c'est pas du folklore alors? Moi, que je puisse essayer de sauvegarder la biodiversité et les variétés anciennes, c'est fondamental. Et du coup, je me suis rapproché d'eux, je participe, je suis intégré dans une équipe de recherche de l'INRA de Montpellier où nous travaillons sur les endophytes et c'est prodigieux ce qui se prépare. Et nous on a la preuve que c'est pas du folklore et pas frivole du tout ce que nous faisons, c'est indispensable. Bah, indispensable, et là, Perrine, moi j'aimerais bien que tu interviennes. Indispensable parce que on ne se rend pas compte, et je suis désolé de vous le dire si vous ne le savez pas déjà, mais 99,99% de ce que vous mangez, légumes, blé, fruits, viande, a une valeur nutritionnelle à 1/100 peut-être de ce que c'était il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans peut-être aujourd'hui, on parle des années 50, avant la soi-disant révolution verte, qui aujourd'hui s'est avérée la révolution noire. Et donc, Perrine, toi, avec ton mari, vous étiez, ça fait 20 ans? Ça fait 15 ans maintenant 15 ans. qu'on a créé la ferme du Bec et Loin. En fait, ce qu'on voulait au tout début, tous les deux, donc Charles, mon mari et moi, on voulait s'extraire de la société de consommation. On avait tous les deux eu des jobs différents. Moi, j'avais vécu dans des mégalopoles et la toute première démarche, c'était de revenir à quelque chose de plus cohérent. On trouvait déjà que c'était absolument pas normal de rentrer dans un supermarché, d'avoir cette gabegie d'objets à consommer, quel qu'il soit. Et donc on a créé cette ferme qui au départ est une ferme de maraîchage principalement. On fait aussi des fruits, des plantes aromatiques et médicinales, on a des animaux, hein, des poules, des moutons. Et petit à petit, on a découvert les principes de la permaculture. Et ça a été assez révolutionnaire pour nous parce qu'on s'est rendu compte que sans se renier, en étant conforme à ce qu'on voulait faire exactement, on pouvait imiter la nature et en important les principes et les lois de fonctionnement dans la nature, dans la ferme, eh bien on était bien plus productif. Et qui dit bien plus productif dit aussi économiquement viable. Donc enfin, on a arrêté d'opposer environnement et productivité et production saine pour les humains. Et ça, pour nous, ça a été une révélation. Au fur et à mesure des années, la ferme est devenue plus qu'une petite ferme, c'est devenu aussi un centre de formation. Et peut-être, aujourd'hui et avant tout, une ferme expérimentale, en fait, un centre de recherche. Il y a une dizaine d'années déjà, on est venu nous voir pour nous dire c'est marrant, votre petit système, là, comment ça marche, est-ce que vraiment vous gagnez votre vie? Donc il y a eu tout un tas d'études. Il fallait, hein, on est en France, il fallait rentrer avec des chiffres, il fallait rentrer par la porte économique pour dire que oui, aujourd'hui, dans les années 2000, sur toute petite surface, on est capable de dégager un revenu, de produire correctement, sans pesticides, sans travail mécanisé, parce qu'on fait tout à la main. Et on a réussi à prouver ça. C'était pas notre rêve de prouver qu'économiquement on s'en sortait, mais c'est par là qu'il fallait passer. Donc ça a assis une espèce de reconnaissance. Et enfin, on a pu dire que la remise au goût du jour de pratiques ancestrales liées avec les dernières recherches scientifiques était réellement efficace. Donc on n'est pas du tout passéiste dans cette histoire-là. Et on ne peut plus actuel parce que
on avait tous les deux en tête depuis quelques années l'idée de se dire mais notre système de production alimentaire marche sur la tête. On fait venir des produits à des milliers de kilomètres qui sont morts, c'est des produits qui ne nourrissent pas l'homme. Comment est-ce qu'on peut faire pour recréer un espèce de maillage du territoire, de petites entités vivrières qui vont fournir à manger aux gens de ton village, du mien, de la ville d'à côté, etc., etc. Et la crise du Covid, et je crois le confinement, a rajouté la goutte d'eau qui a véritablement fait déborder notre vase. On s'est dit que c'est pas possible de se dire qu'il y a des paysans en plein confinement qui ne peuvent pas mettre en culture parce que la main-d'œuvre de Roumanie et de Pologne ne vient pas. Il y a des pêcheurs qui arrêtent de pêcher parce que la logistique n'est plus là pour acheminer les poissons en ville. Les gens font la queue au supermarché, ils ont oublié qu'ils avaient des producteurs locaux. Et là, on s'est dit, il faut qu'on passe la seconde. Donc vraiment, à partir de maintenant, on opère une transition vraiment expérimentale et scientifique. Et notre objectif, c'est dans les 5 à 10 ans à venir, de modéliser, alors je ne sais pas si modéliser est un bon mot, parce qu'on ne va pas créer un modèle qui sera duplicable à l'infini, on va créer un cadre qui va faire dire aux gens, bah, moi demain je veux créer ma microferme à tel ou tel endroit, voilà, comment il faut faire, quel budget il faut, combien je vais produire pour nourrir combien de personnes, et relocaliser la production de nourriture, en faire quelque chose de cohérent, de sain, de bon, et surtout d'esthétique. On a tellement pollué nos corps et nos paysages que pour nous, la révolution viendrait à l'inverse, en renaturant et en redonnant la beauté au paysage. Merci, la force de la résistance joyeuse, ça se sent. Maintenant, pour amener les mauvaises nouvelles, j'invite Générique. Donc, Générique, si tu peux, s'il te plaît, en tenant compte de ce que tout le monde ici a dit, si tu peux peindre un peu le cadre général de l'état de l'alimentation dans le monde et comment tu conçois les menaces, toi qui as déjà subi des choses très sérieuses de la part de l'industrie agrochimique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pour encadrer tout? Alors tout d'abord, je voudrais rendre hommage à ton film, Jonathan, parce que c'est un hommage à la vie. Vous avez vu combien l'art et la culture finalement donnent les derniers rires de l'humanité, et c'est extraordinaire parce que c'est l'espoir et en même temps c'est l'hommage aux plantes, et on comprend bien le lien avec l'agriculture aujourd'hui et avec le débat que tu as voulu animer avec des gens qui font de la véritable agriculture. Je voudrais dire que nous sommes les parasites des plantes parce que nous ne pouvons respirer à chaque instant malgré les masques. Il n'y a quasiment pas de mort du Covid, ou pas du tout de mort du Covid dans le Calvados. Mais vous voyez comme nous sommes obéissants avec les masques, avec le confinement, avec la distanciation. C'est la preuve aussi de l'espoir que nous pouvons changer le monde. Parce que nous sommes finalement habitués à toute autre chose pendant cette crise, probablement liée à un virus génétiquement modifié, on le sait aujourd'hui, du Covid-19. Alors, je voudrais dire que nous sommes les parasites des plantes parce qu'à chaque seconde, nous respirons de l'oxygène fabriqué par les plantes sur Terre, et qu'à chaque seconde, nos petits cœurs dépensent des calories qui ont été un jour dans la tige ou la feuille ou le fruit d'une plante, ou la tubercule d'une plante. Et donc, nous ne devons pas oublier ça, et dans ton film, on ne l'oublie pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cultivent d'abord des plantes peut-être toxiques. En tout cas, il est normal dans un environnement intoxiqué que les plantes concentrent, parce que les plantes savent bien détoxifier, que les plantes concentrent les toxiques et qu'ensuite elles nous permettent de nous détoxifier quand elles-mêmes elles le sont. J'ai travaillé pendant 30 ans sur en fait les polluants qui contaminent les fœtus humains, plus de 400 par cellule fétale aujourd'hui. Il y a 107, par exemple, additifs issus du pétrole autorisés dans la baguette industrielle aujourd'hui. La biodiversité chute d'environ 30 à 40%. Mon ami Gérald Ginger me disait en venant dans la voiture qu'on n'en est plus au constat de la chute de la biodiversité, mais comment on va faire sans? Et dans ce film, on voit aussi toute cette chute de la biodiversité, ces terres qui ne sont plus arables, cette mer
extraordinaire, extraordinairement toxique apparemment, avec des poissons qui y survivent. Cette chute de la biodiversité, elle est d'abord liée à un manque de possibilités de cultiver normalement. On a industrialisé le monde surtout pour donner à manger aux cochons. Tu me demandais de faire un petit bilan, et bien en fait, il y a près de 90% de l'agriculture industrielle qui va dans des camps de concentration de poulets, de cochons et de vaches. Et nous mangeons les toxiques de ces animaux en mangeant. Ce que nous avons découvert dans les années 2005, c'est qu'en fait, les pesticides, ces terres sont intoxiquées. Les pesticides sont d'abord issus des produits de la chimie de la guerre pour tuer. Vous savez, le Zyklon B qui était utilisé dans les camps de concentration, qui est devenu le premier insecticide en France. Vous savez, l'agent orange, le DDT, qui étaient des produits mis au point grâce à beaucoup d'argent public par les pays occidentaux, surtout dans la vallée de la Ruhr en Allemagne, pour tuer. Et on les a recyclés en produits agricoles sur les plantes. C'est un peu la fin du monde. Et ces produits ont été, pour une bonne part, pour la chute de la biodiversité, puisqu'ils sont là pour tuer des insectes, des levures aussi qu'on oublie, qui sont absolument nécessaires à la fermentation du pain, du vin, de la bière, de la plupart des fromages, de la plupart des produits que nous consommons. Nous consommons des levures parce qu'elles mangent avant nous dans notre intestin, ça fait partie de notre microbiote. Ce sont les grandes oubliées du microbiote, on croit que ce ne sont que des microbes dans notre intestin. Des tout petits microbes sont des bactéries, mais ce sont aussi les levures, les champignons qui mangent avant nous pour prédigérer ce que nous mangeons. Sans elles, on n'est pas capable de vivre. Et nous avons en 2005 découvert que l'ensemble de ces pesticides que nous testions, a commencé par le Roundup, le principal pesticide de la planète, de la société Feu Monsanto, devenue Bayer, et bien que ce pesticide était 1000 fois plus toxique que ceux que les pouvoirs publics avaient admis sur les données de la société Monsanto. C'est-à-dire qu'il contenait des poisons cachés, pas seulement le glyphosate, sur laquelle les agences de la communication de la société et des agences sanitaires ont permis de se centrer, le débat sur le fameux glyphosate. En fait, c'est rien du tout à côté des dérivés de pétrole, de l'arsenic que le Roundup contient. Et en France, combien à peu près d'agriculteurs utilisent le Roundup Alors, aujourd'hui, c'est encore autorisé en agriculture industrielle, et c'est la vaste majorité des désherbages. On en utilise moins qu'aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de soja transgénique. On a rendu des plantes OGM pour qu'elles supportent ce Roundup, et donc elles le concentrent. 80 à 90% des OGM ont cette capacité. Aujourd'hui, des OGM agricoles, je ne suis pas contre les modifications génétiques, mais je vois ce qu'on en fait dans le monde des multinationales. Et ensuite, toi-même, tu étais sur la commission du gouvernement pendant longtemps pour juger les OGM, n'est-ce pas? J'ai été pendant 9 ans membre d'une commission française, la commission du génie biomoléculaire, qui a conseillé 18 ministres, que j'ai vu passer les uns après les autres, qui, dès qu'ils comprenaient un peu, on les faisait changer. Et ces gens autorisaient en Europe les OGM, avec des gens malhonnêtes que j'ai traînés 7 fois au tribunal et qui ont perdu 7 fois. Et heureusement, nous n'avons, grâce à ces combats, que je n'ai pas été le seul à mener, nous n'avons pas d'OGM majoritaire dans les cultures en Europe. Mais nous avons ce Roundup, et vous avez vu le débat, aujourd'hui, on ne veut pas complètement l'interdire. Alors ce que nous avons découvert récemment, c'est que dans les nouveaux herbicides sans glyphosate, ça n'était pas mieux. Il y a plein de dérivés de pétrole alors que les gens croient que c'est bio, avec mon technicien ici. Et donc, il y a aujourd'hui une vaste fraude qui permet l'autorisation des pesticides. Et malheureusement, je pense que beaucoup d'ONG, comme les gouvernements, comme les agences sanitaires, j'en ai eu les preuves, sont introduites par des lobbies qui n'ont d'autre cesse que d'introduire la politique, l'économie et la science, surtout la science, pour la dévoyer à leur profit, c'est-à-dire pour faire croire qu'il n'y a qu'un composé toxique dans les néonicotinoïdes, on va discuter de lui, qu'il n'y a qu'un composé toxique dans le Roundup, le glyphosate, on va discuter de lui,
Et c'est une vaste fraude parce qu'en fait, on fait les pesticides avec des ordures de pétrole. Et dedans, il y a des métaux lourds, etc. Donc, moi, je me désolidarise de l'alimentation industrielle et je préfère ce pain vivant. J'en ai pris plein à mon anniversaire, ou des légumes comme ceux-là, de Jonathan, je n'ai pas encore goûté, mais de la famille Bec et Loin d'autres, parce que, eh bien, ils sont porteurs, ces résidus de pétrole, de la chimie qui va nous donner toutes sortes, ou favoriser toutes sortes de maladies chroniques à long terme. Donc je crois qu'il y a un grand espoir parce que pour la première fois on s'en rend compte, on le dit, ça va changer. Je sors un livre le 20 octobre, si tu permets, qui est en même temps que le film de Jonathan chez Actes Sud, qui est un livre sur les dérives des Monsanto Papers, où je suis cité 58 000 fois, et où ils essayent de cacher et de tirer contre tout ce qui bouge contre eux. Et c'est vraiment fou. Ce qui m'a marqué dans l'analyse de cela, c'est qu'en fait, ils savent ce qu'ils font. Et je n'y croyais pas quand j'ai commencé à voir leur dossier. Nous avons réussi à faire sortir 2 500 000 pages avec les avocats américains. Je dis nous parce que je leur ai conseillé, je l'avais fait en 2005 dans un tribunal allemand, je leur ai conseillé d'aller voir dans leurs données internes. Ils ont fait sortir par les juges 2 500 000 pages. Du coup, les avocats ont gagné 3 fois contre Monsanto, leur ont fait perdre progressivement 2 milliards, ce qui est unique dans l'histoire et de la science et de la justice. Puis, il y a eu 10 milliards qu'a négocié Bayer pour les patients pour arrêter un certain nombre, 100 000 plaintes, il y en a encore 35 000 qui courent, puis il y a eu 49 milliards de pertes. Donc, on les met à nu, ces rois qui ont préparé la situation du film de Jonathan. On les met à nu en ce moment. Et donc, il faut qu'on profite de cela pour changer le monde. Vous voyez, c'est pas difficile pour vous faire porter des masques à tous. Vous l'auriez jamais cru l'année dernière. C'est pas difficile pour confiner les gens et les laisser chez eux. On l'aurait jamais cru. Donc, on peut changer d'une autre manière en faisant de la permaculture et produire davantage pour des humains responsables. Vous savez qu'on peut produire jusqu'à 12 milliards en permaculture sur Terre, pour 12 milliards d'humains, en faisant moins de concentration de poulets, de vaches et de cochons. Donc il y a moyen de changer le monde encore aujourd'hui. Alors faisons tous en sorte que le film de Jonathan ne soit pas visionnaire, mais soit une allégorie. Est-ce que quelqu'un peut vous avoir envie de rebondir sur ce qu'il a dit Jules-Éric ou d'aller ailleurs, ou est-ce qu'on laisse les gens poser des questions? Mais c'est mon chef qui me dit c'est le moment des questions. Oui, chef. Donc, j'ai plusieurs questions. D'une part, une question à Jonathan. Son film n'est pas si l'avenir que ça. On a l'impression vraiment que c'est le présent parce que déjà tout est là dans ce que vous dites. C'est un documentaire. Ouais. Autre question plus pointue, c'est tout dont vous parlez. Est-ce que c'est pas parce que ça fait un cercle aussi votre film, comme une boucle qu'on bouclerait un temps qu'on referait indéfiniment? L'atout d'Hippocrate à moins 450, qui était la première épidémie découverte. Donc ça c'était pour vous. Et pour les autres, j'ai 2 questions. Dans mon temps, quand j'étais jeune, on disait que la Terre était vivante, on l'appelait Gaïa, on rigolait bien et on se foutait beaucoup de nous. Est-ce que vous, aujourd'hui, pensez qu'elle est vivante et qu'il faut insérer ce vivant dans son travail? Et puis pour la bergère, est-ce que enfin vous volez tous vos moutons? Et est-ce que vous avez réussi, depuis que vous êtes maire, à vous imposer un peu plus auprès des vieux paysans? Merci, je commence. En fait, les vieux paysans m'ont toujours bien accepté. Alors, je suis néo-rurale, c'est pour ça que mon arrivée n'était pas totalement naturelle ou intuitive. Il a fallu que je m'impose dans le monde rural. Et les paysans très âgés m'ont toujours très bien accueillie parce que la manière dont je travaillais leur rappelait leur maman. Et donc, mais oui, dans le monde du mouton, il y a autant d'hommes que de femmes, et même historiquement, ceux qui s'occupaient de l'élevage, en Normandie, c'était plutôt les femmes, alors que les hommes s'occupaient de la partie culturelle. Et donc les gens très âgés m'ont tout de suite accepté et m'ont même montré des vieilles photos de leur maman pieds nus avec leurs 3 moutons.
En revanche, ceux qui ont le plus de mal à m'accepter, c'était les cadras et les quinquas, ceux qui ont été façonnés par une agriculture qui est mécanisée, qui est liée à la surenchère du plus gros tracteur, à la course à l'agrandissement des fermes, avec un esprit conquérant qui est évidemment atroce de vouloir racheter les plus petites fermes, au point qu'on a maintenant en milieu rural des villages fantômes. Des villages dans lesquels, il y a encore 30 ans, 6 ou 7 familles vivaient, avaient chacun une ferme, et contribuaient à avoir un village joyeux, vivant, avec une école ouverte, avec une épicerie. Tous ces villages maintenant se retrouvent avec une seule ferme sur leur territoire. C'est-à-dire que la plus forte d'entre eux a progressivement absorbé toutes les autres qui n'étaient pas jugées conformes pour s'adapter à l'agriculture contemporaine et à son seuil de rentabilité. Donc ces villages fantômes sont une réalité. Et les néo-ruraux sont de mieux en mieux acceptés en milieu rural. Je l'ai vraiment perçu en 10 ans. La manière dont j'étais acceptée il y a 10 ans était moins facile qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ces paysans âgés ou ces ruraux âgés se sont rendus compte que au moment d'arriver à l'âge de la retraite, que ce n'est pas leurs enfants qui reprenaient les fermes après eux, et que leurs enfants étaient partis en ville et ne rêvaient que d'un job aux 35 heures avec une couverture sociale. Et donc les néo-ruraux, on est perçus maintenant avec beaucoup plus d'esprit positif, parce que on arrive avec, alors ok, pas de connaissances agricoles, mais on arrive avec l'envie d'apprendre, on arrive avec de la passion, avec de la foi, avec des moyens pour certains d'entre nous, puisque si on a eu un autre job auparavant, on peut arriver avec un petit peu de finances. On arrive avec des compétences qui sont souvent des compétences rares en agriculture, donc on amène soudain une autre vision sur ce métier et une autre manière de le mettre en valeur, et on arrive avec une véritable foi dans la ruralité et envie de s'impliquer. C'est-à-dire que la vie associative, elle reprend souvent vie grâce à ceux qui viennent s'implanter volontairement et qui font des enfants. C'est-à-dire qu'on arrive avec un utérus et ça contribue à maintenir des écoles ouvertes et à recréer un petit embryon de boule de neige dans le monde rural. Le fait de rechercher des races anciennes d'agneaux, est-ce que ça c'était important pour toi, pour t'ancrer dans un terroir? Pas pour m'ancrer dans un terroir, parce que les races locales, elles sont les premiers qui les décrivent, ce sont les habitants de ce terroir. C'est-à-dire que pour eux, c'est de l'histoire ancienne, c'était un truc que leurs grands-parents faisaient, mais qui n'a sûrement plus aucune valeur, puisque ces races anciennes ont disparu et ont été remplacées par des races modernes et bien plus sélectionnées. Donc c'était pas une envie, c'était juste la moindre des choses. Et c'était juste du bon sens. C'est-à-dire que pour qu'un animal, que ce soit un mouton, une vache, un cochon, pour que son élevage se passe bien, il est évident que le bon sens consiste à trouver l'animal qui est naturellement adapté au type de plantes qu'on va avoir, à la météo, à la climatologie, à la tradition culinaire d'un endroit. Donc les races locales, il y en a dans toute la France, dans tous les territoires. Le mouton est vraiment mon animal fétiche, donc je suis plus apte à parler du mouton, mais il y a une 50aine de races de moutons en France qui sont adaptées à toutes les géographies que nous avons, aux montagnes, aux landes, aux marais, aux bords de mer. Donc on a naturellement encore ce potentiel autour de nous d'animal qui vit en résonance parfaite et qui a en lui tous les outils pour s'adapter. Et ça, c'est l'invention la plus moderne, la plus incroyable en agriculture dont on puisse rêver. C'est juste l'animal local qui a été sélectionné et adapté pendant des centaines d'années ou des millénaires à un biotope. Et si je peux, Philippe, te demander quelqu'un d'autre aussi, de raconter pourquoi, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de blablabla, pseudo-nostalgie racontée sur « ah oui, les vieux cépages ». C'est pas la recherche de la tradition pour affirmer la France sublime, etc. Je pense qu'il y a des raisons pour la survie de notre planète et pour notre survie comme espèce humaine, que ces races ont une interaction, ces expressions qui sont, oui, culturelles, mais aussi biologiques, qui sont capables d'amener
des effets sur les plantes, sur les autres animaux, sur l'être humain. Est-ce que je me trompe, Philippe? Le mode agricole qui sévit sur la planète depuis une cinquantaine d'années, avec cette intensité, a déjà détruit un tiers des terres arabes. Nous perdons chaque année 1% des terres arabes de la planète. Faites le calcul, à ce train-là, on ne va pas aller très loin. Vous avez... 2086, c'est trop optimiste, tu dis. J'osais penser que c'était pas un film d'anticipation, mais simplement de fiction, mais alors tu me prouves que peut-être c'est un film d'anticipation. Ce serait terrible. Espérons que non. D'ailleurs, c'est bien pour ça que nous sommes accrochés à ce combat que nous menons militants. Bien sûr, on nous reproche d'être militants, mais il faut être militant maintenant. Il n'y a plus le choix. C'est qu'il faut absolument reconstituer ces écosystèmes. En fait, on fait partie de cette trame du vivant. C'est une trame qui nous traverse tous les uns et les autres. Nous sommes tous interdépendants, les plantes, les animaux, les minéraux et les êtres humains. Ce microbiote, il est universel. Et là où la microbiologie des sols a disparu, là depuis les années 60, moi je travaillais avec un agronome célèbre qui était un microbiologiste et qui nous expliquait cela. Eh bien, il faut le reconstituer très vite parce que ça a entraîné la disparition de notre microbiote, ou en tout cas l'affaiblissement de notre microbiote intime. La présence, par exemple, d'un mouton qui sait où il est, dans un lieu, il contribue à redonner la vie à la biodiversité générale, n'est-ce pas? Donc c'est un travail culturel. Anima, c'est l'âme. Hein. Et l'animal est l'âme du territoire. Il y avait une question là, monsieur? Bonjour, merci beaucoup. Et votre film est vraiment très très intéressant. Et j'espère que le fait qu'il ait été choisi à la fois à Cannes et à Deauville, à mon avis, ça laisse des perspectives intéressantes. Donc moi, je vous souhaite qu'une chose, c'est que ce soit, en plus vous êtes américain, hein, c'est pas de ma faute. Je demande pardon déjà. Voilà, c'est que votre film, il soit présenté comme Les Misérables l'a été pour la France. Enfin, parce que votre film, il va être considéré comme un film français ou film c'est une coproduction franco-italienne. Moi, j'ai un passeport américain, un passeport brésilien. Je pense que c'est un film un peu apatride. Mais on a un magnifique distributeur en France, Jour de Fête, qui va faire tout possible. Je pense que le film sort fin octobre, pour que le film soit vu, discuté, espérant qu'il y aura des débats comme ça, des débats différents, parce qu'un film est là, comme ce que nous mangeons, pour être partagé, qu'on aime ou aime pas, et même secondaire. Alors, avant de vous poser la question de fond que j'ai envie de vous poser, si vous me permettez, je voudrais juste savoir où ça a été tourné. C'est en Sicile? Non, ça a été tourné, donc les scènes d'Athènes sont tournées à Paestum, qui est dans le Cilento, à 1h30 au sud de Naples. Ce sont les temples grecs contemporains avec le Parthénon, les mieux préservés peut-être au monde. Un site archéologique d'une importance énorme, dirigé par un jeune Allemand brillantissime, extrêmement généreux dans l'idée que pour lui, sa gestion du passé est un acte pour l'avenir. Et donc pour lui, avoir un cinéaste comme avoir un peintre ou quiconque, en fait il est très lié aussi aux agriculteurs du coin. Ce n'est pas du passéisme là aussi. On a tourné beaucoup à Bologne pour tous les passages souterrains du Cineteca. Ce sont dans des lieux historiques de Bologne. On a tourné, les intérieurs de Paris ont été tournés à Salerno. Ne me demandez pas pourquoi. Et puis tous les extérieurs, on a tourné de Casablanca jusqu'au Sahara. Donc, et ça aussi, c'est pas un acte c'est pas un fantasme. Aujourd'hui, on sait très bien que avec le réchauffement climatique, à Deauville, ça sera comme à Tanger dans peut-être 30 ans. Et donc, en fait, quand je présentais que je faisais un documentaire, c'est un documentaire d'anticipation, peut-être. Alors, ma troisième et dernière question, excusez-moi, c'est sur le fond. On a eu en France, il y a plus de 2 ans maintenant, les États généraux de l'alimentation.
hein, tous les 6, je pense que vous y avez participé, etc. Les États généraux de l'alimentation, ça avait pour but de faire en sorte que les agriculteurs puissent enfin être mieux rémunérés qu'ils ne sont actuellement. Puisque je ne sais pas si vous le savez, mais enfin vous le savez, mais les Français ne le savent pas suffisamment. Le tiers des agriculteurs français ont moins de 350 € par mois pour vivre en fin d'année. Moi, je suis originaire de la Sarthe. Voilà, jamais j'aurais imaginé que des paysans aillent au restaurant du cœur, au secours populaire, aux banques alimentaires, à la Croix-Rouge. Jamais j'aurais pu penser ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Donc ma question, elle est la suivante. L'inconvénient de ces réformes que vous présentez, que vous voulez faire, la permaculture, etc., c'est que ça passe par une réforme au niveau européen pour la PAC, hein, puisque l'année prochaine, on va réformer la politique agricole commune. Or, est-ce que les autres États membres sont d'accord pour qu'on fasse cette réforme qui est absolument indispensable et que vous préconisez? Ça, c'est le niveau européen. Puis au niveau mondial, on l'a vu avec les traités là, que la France ou l'Europe a signés. Hein, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce actuellement, n'a pas de directeur et se suit depuis plusieurs mois parce que personne ne veut y aller. Et en particulier Trump qui dit « moi je veux plus de ces organisations universelles, mondiales, qui régulent le marché ». Donc ma question, et je termine juste par là, moi je suis pour le droit à l'alimentation, pour un droit à l'alimentation. Il est actuellement reconnu par un certain nombre de textes, mais malheureusement il n'est pas appliqué, c'est le cas en France. On l'a fait pour le logement avec le DALO, droit au logement opposable. Donc moi je préconise un DAO, un droit à l'alimentation opposable, qui ne soit pas uniquement le fait des banques d'aller chercher là. Il ne faut pas confondre le droit à l'alimentation avec l'aide alimentaire. On laisse Perrine répondre. Ça n'a rien à voir, mais ça il faut l'expliquer. Moi je suis d'accord avec vous et j'irai même plus loin. Pour moi, la production de nourriture, ce devrait être un service public. Les agriculteurs devraient être rémunérés rien que pour ça. Moi j'ai été conseillère régionale pendant 6 ans lors de la précédente mandature parce que au tout début de l'aventure de la ferme, on est venu me chercher en me disant bah ouais, ce serait sympa, ils cherchaient des gens différents, des gens du monde civil comme ils disaient. Et donc j'ai côtoyé ce monde politique pendant 6 ans, dont je ne dirais pas qu'il est totalement stérile, mais j'ai appris que j'étais bien plus utile les pieds dans mes bottes sur mes terres pour faire évoluer la société qu'à essayer de discuter des dossiers en assemblée plénière. Et je crois clairement, il ne faut certainement pas attendre le changement, ni de l'Europe, ni de quoi que ce soit. Le changement, c'est nous, c'est maintenant. C'est nous les producteurs, c'est vous les consommateurs. On a une force beaucoup plus forte. Alors il y a 10 ans, avec Philippe, on se disait, on n'est pas encore arrivé à ce point de bascule, là où la société va arriver à un moment où on va être une dizaine de pourcents à penser la même chose et à tirer la sonnette d'alarme. Mais aujourd'hui, on y est, je pense. On y est, et par chance, les simili-crises sanitaires nous aident à ça. Elles font peur, certes, donc elles génèrent une espèce de prise de conscience chez les gens qui n'avaient pas encore cette conscience, mais on est là pour dire, mais on peut faire. Reprenons ce pouvoir. Moi, j'ai jamais ressenti plus de puissance et de pouvoir, et je ne sais pas si les mots sont justes dans ce contexte-là, mais en anglais, il y a le mot « empowerment ». Depuis que je suis agricultrice, il y a une force vitale. Et vous demandiez tout à l'heure si la Terre était vivante, je ne savais même pas qu'on pouvait se poser cette question. C'est viscéral, vous voyez, cette force, elle vient de loin. Et je pense que tous, les uns et les autres, quel que soit le maillon de la chaîne que vous représentez, tout le monde ne redeviendra peut-être pas paysan, mais quel que soit le maillon de la chaîne que vous voulez être, vous avez tous cette possibilité, ce pouvoir d'agir, de faire changer les choses. Donc n'attendons pas les politiques. Les politiques viennent après. C'est d'abord les choses qui arrivent, et que ce soit les législateurs ou le politique, il agit par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qui s'est passé. Tu permets, je voulais simplement donner cette information que nous avons perdu en 4 décennies 11 millions de paysans en France. C'est-à-dire que ce monde, cette civilisation technologique ne veut plus de paysans à l'agriculture. Elle veut que des machines et des robots. Voilà. Et des produits. Qui sont des instruments de la mort annoncés. Donc, par la force même des choses,
on va être obligé de redevenir paysan. C'était le titre de mon livre qui a été un best-seller il y a 30 ans à peu près. Nous redeviendrons paysans parce que je ne pouvais pas imaginer autre chose de voir cette débâcle, cette dégradation des conditions de l'agriculture. Et on ne peut pas reconstituer une agriculture saine ou une agriculture intégrée au territoire et en même temps trouver des emplois sains, locaux, non délocalisables pour une grande partie de la population. Il faut que nous redevenions à la fois informaticiens, mécaniciens ou autres, et un peu paysans en même temps. Et l'exemple que j'ai, c'est l'école que nous avons, la ferme école que nous avons à Miancé, la ferme de Sainte-Marthe, où on a travaillé aussi avec Perrine, qui a échappé au Grand Rush également, et c'est nous qui l'avons aussi récupéré. C'est que nous avons des listes d'attente pour la formation. Quels sont les gens qui viennent se former? Ce sont des gens qui ont une carrière, qui ont une position confortable, qui sont soit commandants de bord à Air France, qui sont hôtesses de l'air, qui sont directrices d'hôpital, qui sont ingénieurs informaticiens. Je n'ai que des gens comme ça, qui bac plus 8. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? On leur dit, mais un jeune ingénieur, chercheur de l'INRA, qui se présente et les autres lui disent, mais qu'est-ce que tu viens faire là toi? Tu as la carrière, tu as la sécurité, tu as les connaissances. Et il dit, après un temps d'attente, il dit, je suis simplement venu me reconnecter à la réalité. Parce que nous ne travaillons plus qu'avec des logiciels, et je ne sais même plus distinguer un épi d'orge d'un épi de blé, etc. Et puis il ajoute dans un souffle, puis je vais vous dire, je suis venu là parce que je pense qu'ils sont tarés. Et je lui dis à ce point-là, il dit oui, on est en train de travailler sur un logiciel qui va répondre à tous les problèmes de l'agriculture. On sait qu'il ne peut même pas répondre à un problème, parce qu'en théorie, on résout tout. Mais lorsqu'on le met en pratique, on s'aperçoit que c'est loin du compte. Mais voilà. C'est ça le mensonge dans lequel nous sommes, l'imposture dans laquelle nous sommes. Mais c'est un mensonge aussi qui a une structure politique et économique en place, et je pense qu'il faut jamais oublier. Par exemple, on a une amie en commun, une héroïne de nos temps, qui s'appelle Blanche Marguerite-Rennes, qui est avocate, qui lutte à Bruxelles pour rendre ce que je vais faire en 2 secondes légal, mais ce que je vais faire devant vous est un acte illégal. J'ai dans ma main ça m'est arrivé comme ça, hein, c'est pas un truc que j'avais imaginé faire, mais puisqu'on en parle de ça. C'est à moitié légal, moi, c'est un peu les deux là en ce moment. Je voulais, Perrine, partager, parce que ce qui existe, c'est le partage des semences de variétés ancestrales. Moi je travaille donc sur le lac de Bolsène avec un permaculturiste local, Max Petrini. On a 1,5 hectare de potager, une pépinière. Et on essaie de faire un musée du vivant des semences ancestrales italiennes, et pas seulement. Et donc, ce qui est très beau, ce qui se passe dans le monde des agriculteurs, sont les échanges de semences. Donc là, je te donne Pomodoro Leccese Tondo, un peu de Principe Borghese. Le Leccese Tondo, ça vient des Pouilles. Principe Borghese, c'est une variété sicilienne. Ça, c'est de tout près de chez moi, c'est des fagiolo, c'est des haricots de la Purgatoire, comment ils s'appellent localement, à San Lorenzo. Ça, ce sont des semences de faino, et voilà des datellino. Donc, merci. Bah, je t'en prie. J'ai déjà la distribution. Et en fait, Italienne, alors, c'est illégal, parce que et grâce à cette avocate extraordinaire, la loi est en train de changer, peut-être, sauf que on découvre que chaque mois à Bruxelles, il y a des fonctionnaires qui sont au service à 100% de l'industrie agrochimique, qui sont en train en fait, de détruire la loi que Blanche Marguerite, avec son cabinet, a réussi à bouleverser, intervertir. Depuis 40 ans en Europe, en fait, depuis la création de l'Union européenne, il est illégal de ne pas travailler, vendre des légumes, des fruits, des plantes, de semences qui sont dans un gros livre à Bruxelles. Et c'est un livre officiel où, grande surprise, complètement contrôlé par l'industrie agrochimique. Donc là, c'est pas du folklore, parce que ces variétés ancestrales sont
garantie Philippe a fait des études énormes qu'on a citées dans notre livre. Moi, en fait, cette pomme qui est tombée, je ne sais pas où elle est partie là. On le partage après pour ceux qui n'ont pas peur, mais les études que Philippe a fait, des jeunes, ont établi qu'une pomme quelconque en 1950, n'importe quelle pomme, pas une pomme spéciale, pour rattraper le même niveau de valeur nutritionnelle aujourd'hui, vous avez une idée de combien de pommes il faut manger? Même des pommes dites bio de Carrefour, c'est un oxymore terrible, 100 pommes, 26 oranges, pour arriver aux mêmes valeurs nutritionnelles. Donc là, on peut bien comprendre pourquoi c'est dans l'intérêt de l'industrie agrochimique, en fait, de nous taire. Et c'est un combat, donc si les filles veulent bien m'arrêter, je suis partant. Je suis ravi de faire cet acte de désobéissance civile avec Perrine. Je me réjouis. Philippe et sa femme Isabelle, depuis des décennies, sont des pionniers dans ces actes de désobéissance civile, n'est-ce pas? Okay. Qu'on amène un peu de pain de Diego, ça ira. Peut-être un détail. En fait, ça a une rationalité, parce que l'échange des semences, c'est une activité immémoriale de l'agriculture. Et le fait de l'avoir interdit, en tout cas leur vente aux semences anciennes, ça a été le combat de multinationales. Il y a un pouvoir qu'on n'a pas évoqué au-delà du politique, ou à peine, c'est justement celui des multinationales qui, à 12 d'entre elles, ont plus de 60% du PIB mondial. En fait, elles luttent constamment, et j'ai eu l'occasion de le voir non seulement dans les Monsanto Papers, mais dans toutes les lois. Si l'avocate, ton ami, lutte aujourd'hui, elle lutte encore contre ces lobbies des multinationales qui sont extrêmement bien organisés, on les a décortiqués aujourd'hui, et qui veulent de la monoproduction et abaisser la biodiversité pour vendre leurs produits, et qui veulent aussi faire pousser vite et mal pour vendre, et donc, c'est ça les OGM aussi, et donc ça a été une volonté. On n'est pas juste les victimes d'une irrationalité globale de la population, on est les victimes d'un complot. Oui, enfin, oui, peut-être d'un complot, mais en tout cas d'un désir et d'une organisation de la privatisation des richesses du monde. Aujourd'hui, vous parliez, monsieur, des paysans qui avaient de moins en moins de moyens. C'est fou que les producteurs de la richesse primaire soient parmi les plus pauvres. On le voit aussi en Inde, avec Vandana Shiva, etc. Ils se suicident. Les paysans aujourd'hui gagnent très très peu parce que l'argent va aux multinationales. Il faut se rendre compte qu'à peu près 30% de nos impôts alimentent la politique agricole commune actuelle, la fameuse PAC, et que donc il y a à peu près 30% de nos impôts qui sont des subventions déguisées aux multinationales, comme on l'a fait avec ces 100 milliards récemment avec le Covid. On a les enfants des grandes banques qui le font, et des multinationales qui introduisent la politique, mais sournoisement. Et ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Avec l'argent de la PAC, mais les gros agriculteurs rachètent des pesticides qui vont aux multinationales. Donc c'est de l'argent déguisé dans sa vaste majorité, j'entre pas dans les détails, pour subventionner ces multinationales, et c'est pour ça qu'elles deviennent multimilliardaires. Et elles ne veulent pas changer la situation. Elles sont prêtes à admettre qu'il faut réduire la population mondiale, elles sont prêtes à admettre surtout qu'il faut contrôler la population mondiale, puisque c'est un peu les mêmes qui ont pris les GAFAT et autres moyens de communication aujourd'hui, les milliardaires qui détiennent les quelques médias que nous avons. Donc il est certain aujourd'hui que, en fait, c'est un projet. C'est un projet sournois qui ne dit pas officiellement son nom et contre lequel nous luttons. C'est pas contre une irrationalité, c'est une rationalité toxique. Et donc on peut dire qu'à chaque fois, comme le choix d'aller voir tel ou tel autre film est un acte politique, est un choix de participation dans une société ou de refus, je pense que l'acte de manger, d'acheter n'importe quel produit, où vous l'achetez, comment vous l'achetez, comment vous vous informez vous-même, est tout un acte, à mon avis, de collaboration ou un acte de résistance. Et
Bon, là, il va falloir qu'on s'arrête. Je tiens vraiment à remercier ces acteurs.